Bonsoir. Merci d'être venu pour accueillir Jean Sévillia, bien connu de nos services. Jean Sévillia est un historien je dirais, qui a su conquérir un public et faire aimer l'histoire, je pense, à beaucoup de gens. Donc c'est vraiment important. Et qu'il vient de sortir chez Perrin un nouveau livre, Histoire passionnée de la France. C'est un livre, je vais en dire deux mots. Alors Jean est quelqu'un de très modeste, donc il va falloir qu'il se bouche les oreilles. Mais c'est un livre magnifique, je crois, parce que d'abord écrire une histoire de France, c'est pas si simple, mais on va en parler. Deuxièmement, je crois pouvoir dire que c'est un livre qui fait aimer l'histoire, c'est un livre qui fait aimer la France, on en reparlera, et c'est un livre qui est très lisible, ce qui n'est peut-être pas si simple à réaliser, et qui donc peut être lu par un grand public, et vraiment c'est un livre idéal à faire lire, notamment à des jeunes gens et à des jeunes filles qui ne connaissent pas toujours très bien leur histoire, et qui peuvent rentrer comme ça dans l'histoire de France avec ce livre. Alors, Jean, peut-être déjà une question. Pourquoi ce livre? Qu'est-ce qui t'a fait avoir cette idée? Comment ça a germé? Parce que, en réalité, il me semble que c'est un défi assez audacieux, parce qu'une histoire de France, on n'a pas le droit de se planter. Oui, c'est une aventure, ça marche, hein, je crois. L'histoire de France est une aventure qui, en effet, on ne peut pas se rater. Alors, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, donc ce n'est pas honteux. Au départ, ce n'est pas une idée de moi. C'est l'éditeur, Perrin en l'occurrence, qui m'a proposé ce projet. Et j'ai réfléchi 25 secondes, 26 peut-être, et j'ai dit oui tout de suite, parce que c'est un projet qui m'a séduit, parce que j'étais naïf. Je suis d'un tempérament naïf. Chacun a ses défauts. Et je me suis dit, c'est une histoire de France, c'est simple, il suffit d'être synthétique, donc puisque c'est synthétique, c'est rapide à faire. Voilà. Bon, il avait dit, alors je caricature un petit peu. Je pensais en effet que j'étais parti avec l'idée que c'était. Le projet me séduisait parce que voilà, c'est embrasser une histoire totale, l'histoire d'un pays. C'est pouvoir y glisser un certain nombre d'analyses sur un certain nombre de périodes qui me sont chères, que j'ai eu l'occasion d'exprimer dans d'autres livres. Et puis c'était surtout, voilà, c'est ce concept de prendre le lecteur à un moment donné, de l'amener à un autre point. Voilà, c'est le projet global qu'il y a dans une histoire de France. Il faut trouver une logique interne au livre, une logique interne dans chaque chapitre. Donc ce projet m'a séduit, voilà. Mais quand je me suis mis au travail, je me suis aperçu que ma naïveté a déchanté. Je me suis aperçu que c'était beaucoup plus compliqué que je ne le pensais, parce que précisément la difficulté dans un ouvrage de ce type, si vous voulez, j'ai fait un découpage, j'ai prévu un plan, voilà, qui est chronologique par définition. Mais on s'accorde des distances qui sont extrêmement courtes. Et quand on a 10 pages, on s'accorde 10 pages pour parler de 8, pour parler de Louis XIV, on se retrouve face à un défi considérable, quoi. Donc retenir l'essentiel, trouver des angles d'attaque qui donnent une logique au chapitre, faire en sorte que ce soit écrit clairement par tous, faire en sorte que ce ne soit pas ennuyeux, parce qu'écrire l'histoire de France, il faut que ce soit une histoire, il y a le mot histoire là-dedans, il faut prendre le lecteur, l'emmener avec soi, et qu'il ne nous lâche pas en route. Il ne s'agit pas d'écrire, d'accumuler une suite de notices de dictionnaire, hein. Il faut qu'il y ait une continuité, une logique, qu'il a encore cours du début à la fin de l'ouvrage. Et puis, toujours c'est cette notion d'être synthétique, d'être ramassé, c'est-à-dire que dans l'écriture de ce genre de travail, eh bien, toute phrase est pesée, tout mot est pesé, toute construction d'une phrase est pesée. C'est-à-dire qu'une subordonnée que j'introduis dans une phrase va modifier l'équilibre de la phrase, mais la subordonnée a du sens. Voilà. Donc c'est très long. Puis ça relève du défi, parce que quand on
il faut des anecdotes, mais une anecdote dans un ouvrage voilà, de ce volume, il faut qu'une anecdote tienne en 5 lignes. Et il faut des portraits pour que ce soit vivant, mais les portraits doivent aussi être extrêmement ramassés. Donc faire le portrait de Napoléon en 10 lignes, c'est de l'ordre du défi, c'est un défi personnel, c'est un défi d'écriture. Voilà. Alors est-ce que j'ai réussi à le remplir, c'est au lecteur de le dire. Mais c'est tout ce travail qui m'a beaucoup intéressé. C'est pour ça que j'ai accepté ce projet qui m'avait été proposé par mon éditeur. Eh bien, un bon éditeur qui a eu une bonne idée. Et quant à la réalisation, j'ai dit ce que j'en pensais et je crois que les lecteurs sont au rendez-vous aussi. Moi j'ai une question. Il y a quelque chose que je me suis demandé en lisant le livre, c'est en réalité il y a dû y avoir beaucoup de choix à faire. Je suppose qu'il a fallu retrancher des choses que tu aurais eu envie de dire, des développements que tu aurais aimé faire, pour tenir dans quelque chose qui reste, je disais que c'était fluide à la lecture, mais donc qui reste digeste, qui reste relativement facile à lire pour un public large. Il y a eu des choix et ce qui m'a étonné quand j'ai ouvert le livre en fait, parce que te connaissant je ne m'y attendais pas tout à fait, c'est qu'il y a eu quand même, me semble-t-il, un choix assez fort éditorial d'accorder quand même beaucoup de place à la période, on va dire, moderne, contemporaine. Ce qui ne veut pas dire que l'histoire de l'Antiquité jusqu'à la période moderne soit bâclée, loin de là, mais elle est plus ramassée. Est-ce que ça a été un parti pris de départ? Est-ce que ça a été le fait de te dire finalement les gens connaissent moins l'histoire ancienne, donc il faut peut-être leur remettre plus les grandes lignes? Enfin, je ne sais pas. Est-ce que ça a été un choix ou est-ce que ça s'est fait C'était pas un choix de départ, mais c'est un choix qui s'est imposé à moi par le bon sens, ou la logique de l'écriture me l'a imposé au fur et à mesure de l'avancée des livres. Pour la raison suivante, c'est que dans les périodes très anciennes, par exemple les mérovingiens, si on veut entrer dans les détails, à mon sens, c'est mortellement ennuyé pour les lecteurs d'aujourd'hui, sauf pour les spécialistes, les gens qui s'intéressent de très près à l'histoire des mérovingiens, mais dans ce cas-là, ils ont des livres spécialisés. Voilà. Donc j'ai fait ce choix, en effet, que le livre s'élargit à partir de la période moderne, parce que c'est là où il y a des vrais débats historiques, et qui sont des débats qui passionnent les lecteurs d'aujourd'hui. Il y a de mots passionnés dans mon titre, c'est aussi la passion des lecteurs. C'est évident que les lecteurs m'attendent plus pour savoir ce que je pense ou ce que j'ai à dire sur l'histoire de la Révolution française, ou de Napoléon, ou de Vichy, ou de Gaulle, encore une fois, que des mérovingiens, ou des carolingiens, ou de la préhistoire. Voilà. Donc, je trouvais que Chilpéric qui était assez peu représenté dans ce livre. Voilà. Ça me paraît grave. Donc c'est représentatif aussi. C'est un livre pour le public, hein, et le public d'aujourd'hui. Je prends un livre s'adresse à un public et je prends les gens tels qu'ils sont, tels que vous êtes tous, et c'est très bien comme ça, puisque c'est un livre de synthèse, un livre pour le large public cultivé. Eh bien, il me semblait plus important de donner des réponses sur la période moderne, voilà, que de lancer dans des digressions qui ont été trop savantes. Voilà. Alors, c'est pas non plus caché derrière son petit doigt. J'ajoute aussi, il y a un facteur personnel, c'est que personnellement je suis plus tourné vers l'histoire moderne et contemporaine que vers l'histoire ancienne. Donc ça joue aussi dans mes centres d'intérêt personnel. Merci Jean. Alors, est-ce qu'en commençant ce livre, c'est une question très innocente que je pose, il n'y a pas eu un travail à faire de détachement par rapport à un modèle? Je pense à l'histoire de France de Bainville. Je sais que tu aimes beaucoup Jacques Bainville, que tu l'as beaucoup lu. Moi aussi, j'ai appris mon histoire de France dans ce livre. Ça a été longtemps une sorte de classique. La dernière fois que j'ai mis mon nez dedans, j'ai trouvé que le livre est un peu vieilli, personnellement. Je ne sais pas si c'est une analyse que tu partages. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un travail à la fois de se laisser inspirer peut-être par des modèles anciens, il n'y a pas que lui, peut-être on citera d'autres,
mais aussi d'arriver un peu vierge pour que ce soit l'histoire passionnée de la France de Jean Sévillat qui soit véritablement à l'heure. Je ne me suis pas situé par rapport aux autres. J'avoue que je n'ai pas... Enfin, si j'ai Bainville, je l'ai relu parce que, en effet, c'est un historien qui m'a marqué dans ma jeunesse. Donc, j'ai voulu le relire avant d'écrire cette histoire de France. J'ai voulu relire celle de Bainville. Et j'ai lu d'autres histoires de France, mais je ne me suis pas attaché à les relire avant d'écrire. Et je n'ai pas pensé le livre par rapport au modèle ou au plan ou aux perspectives suivies par mes prédécesseurs. C'est peut-être de la naïveté de ma part, encore une fois, puisque je suis naïf. J'ai voulu écrire l'histoire de France telle que je la sentais, telle que je la percevais, et donc j'ai laissé couler ma plume comme cela. Alors, pour répondre sur Bainville, oui, Bainville a terriblement vieilli, son histoire a terriblement vieilli. Moi, j'ai une grande admiration, c'est un homme qui a été en son temps un grand journaliste, un grand analyste politique, un grand passeur d'histoire en son temps, mais il était évidemment obsédé, ce qui s'explique parfaitement, par la relation franco-allemande. C'est un homme qui a, pour ceux qui l'ignoreraient, Bainville est un historien né en 1879, mort en 1936, dont toute l'œuvre, toute une partie de l'œuvre s'inscrit comme une analyse de la relation entre la France et l'Allemagne. Et son histoire de France est extrêmement dépendante de cette vision. C'est-à-dire qu'il projette, il a vécu 2 avant-guerres, pratiquement. Bainville, il n'a pas connu celle de 40. Mais il était obsédé par le danger allemand, et donc son histoire de France reflète cela, c'est-à-dire qu'à partir de Vercingétorix, il lit, je simplifie un petit peu, mais c'est presque ça, il lit toute l'histoire de France comme la relation entre les Gaulois et les Germains. Ça me paraît abusif, et en plus ça fausse certaines de ses perspectives. Voilà. Donc mais encore une fois, je n'ai pas cherché à me détacher de lui ou à me rapprocher de lui. Voilà, j'ai pensé mon livre tel qu'il est. Alors il y a une question aussi qui se pose dans l'histoire de France, que j'ai envie de formuler de 2 manières. Première manière, c'est de dire à quand faire commencer une histoire de France. Alors là, on commence à la préhistoire, comme ça m'a fait penser à Malaisac. Voilà, on retrouve, mais d'une certaine manière, le lecteur se repère. Mais la deuxième manière de formuler la question, sans doute plus intéressante, c'est pour toi, Jean Sévillat, la France commence quand? Elle naît quand? Alors, si le livre commence aux origines, c'est précisément parce que je me suis interrogé quand j'ai conçu ce livre et j'en ai ébauché le plan. Je me suis dit quand commencer, et je n'avais pas de réponse à cette question, parce que personnellement, je crois qu'en histoire, il n'y a pas d'année zéro. Et je suis absolument incapable, et je défie n'importe quel historien, de dire la France est née à telle période, je veux dire de manière précise. On est obligé, c'est un processus long qui a duré plusieurs siècles, et de toute façon, même la toute première France eh bien, est héritière des sociétés, de l'organisation sociopolitique, de la population qui vivait sur ce pays avant que la France existe. Donc l'histoire, c'est toujours de la continuité, donc c'est pour ça que j'ai pris le parti de raconter extrêmement brièvement, mais faire en 3 pages synthétiques au départ, un tableau de la France de la préhistoire. Le mot France est évidemment anachronique en l'occurrence, mais encore que ça me paraît assez intéressant de souligner, parce que c'est émouvant aussi de penser que notre pays abrite, enfin le sol de notre pays abrite une très grande part de l'héritage préhistorique de l'humanité tout court. La préhistoire, on en a beaucoup des sites préhistoriques, il y en a beaucoup en Espagne, dans le nord-est de l'Espagne, il y en a dans l'est de l'Europe, dans le Caucase, et puis on a une grande partie qui est sur le sol de la France actuelle. Donc il y a quelque chose d'émouvant de penser que, surtout quand on vit dans le sud du pays, puisque sous la préhistoire, la moitié nord du pays était une terre inaccessible, où les nomades ne passaient que l'été, parce qu'il faisait 10 degrés à peu près. Mais quand sur la barrière, enfin sur la rive méditerranéenne, l'homme vit là depuis des millions d'années, entre Montpellier et Nice. Il y a quelque chose, je trouve, d'assez émouvant
Alors, ce ne sont pas des Français, mais ils sont quand même, c'était les hommes, et ce sont quand même quelque part des ancêtres de ceux qui sont devenus les Français ensuite. Et alors du coup, la France en tant que telle, la France, est-ce que c'est une, pour préciser ma question, est-ce que la France c'est une construction, est-ce que la Gaule c'était déjà la France, est-ce que la France c'est l'invention, est-ce que c'est une invention capétienne par exemple, thèse qui a été à plusieurs formulée par un certain nombre d'historiens, disant avant c'est pas la France, c'est ce sol qui existe donnera la France, mais comment tu te positionnes toi par rapport à ça? Je crois qu'avant les Capétiens c'était pas la France, mais au début les Capétiens c'est pas non plus déjà la France. Voilà. Moi je dis qu'on entre dans une logique qui ressemble à celle de la logique nationale au moment à peu près de la guerre de 100 ans. Voilà. Même Bouvines, Philippe Auguste, c'est un symbole, c'est un signe sur un chemin, parce qu'il y a, c'est intéressant ce qui s'est passé à Bouvines, en effet, c'est cette alliance entre le roi, enfin le roi fait appel au milice communal dans son affrontement avec l'empereur, et il y a quelque chose, il y a un lien qui se noue, qui se manifeste entre la dynastie et le peuple à ce moment-là. Mais même à Bouvines, on est encore dans une logique totalement féodale, c'est pas l'anglais, pardon, c'est pas le français contre l'allemand, on est tout à fait dans une autre logique. Au début même de la guerre de 100 ans, je rappelle que la guerre de 100 ans éclate parce qu'il y a un prince qui est à la fois roi d'Angleterre et de France, enfin qui veut avoir les deux couronnes, et du point de vue sous l'angle du droit féodal, sa revendication était parfaitement légitime. Et s'il avait gagné, eh bien l'histoire se serait écrite autrement. Mais à la fin de la guerre de 100 ans, on voit que s'ébauche, au moment de Jeanne d'Arc, pour faire court, on voit qu'il y a quand même une logique nationale qui est en marche. L'anglais est vu comme l'envahisseur parce qu'il est anglais. Donc c'est un processus qui à ce moment-là est bien en marche. Donc moi je dis à partir du XVe siècle, on peut vraiment parler de la France au sens moderne du terme. Maintenant, encore une fois, ce XVe siècle est l'héritier du reste, et Bouvines a compté, et tous les symboles, les lieux symboliques ont compté, des moments symboliques. La France, pour répondre à la question initiale, pour moi c'est d'abord une construction politique. La France n'est pas une race, c'est pas une ethnie. L'Allemagne a construit son unité dans l'unité linguistique et culturelle au XIXe siècle, l'Italie aussi, l'Angleterre par l'insularité, l'Espagne dans la guerre de Reconquista contre les Maures. La France, c'est vraiment une construction politique sur un territoire qui s'est ébauché très tôt, ça c'est important. L'unité du territoire de ce qui deviendra la France se manifeste assez tôt. Au moment de la guerre des Gaules, alors Vercingétorix n'est pas français, c'est pas le premier des Français, mais à un moment donné de l'histoire, il réalise l'unité de la Gaule contre les Romains, d'une Gaule qui inclut l'actuelle Belgique, mais enfin qui recoupe très largement le dessin actuel de la France. C'est la même chose au moment de Clovis, qui refait l'unité d'un royaume qui recoupe largement les territoires, enfin les frontières actuelles de la France. Ça sera la même chose. Alors ensuite, il y a l'émiettement carolingien, etc. L'unité carolingienne, puis l'émiettement. Mais c'est intéressant de voir que ce processus d'émiettement, recomposition, etc., jusqu'au Capétien, se fait sur un territoire qui a déjà eu son unité, qui a été dessinée au moment des Gaulois. C'est pour ça que d'une manière figurée, symbolique, il y a quelque chose dans la Gaule qui a compté dans l'histoire française. C'est pour ça que le point de vue à la Lavis, républicain, de l'école républicaine, n'est pas totalement faux, à condition de le prendre dans un sens figuré. De même, quand on parle du baptême de Clovis en 499, puisque c'est la date dont les historiens conviennent aujourd'hui, non pas 496, on a parlé du baptême de la France, c'est une image, d'abord parce que encore strictement religieux, le baptême est un acte, un sacrement personnel. On ne baptise pas une institution, une collectivité, on peut la consacrer.
Bon, mais il n'est pas faux que... donc c'est pas encore la France, c'est pas le baptême de la France, mais symboliquement c'est important, et plus que symboliquement, culturellement, parce que le baptême de Clovis au sein de l'Église catholique, Clovis ayant fait le choix de la fidélité romaine, contrairement à tous les autres chefs barbares qui avaient choisi l'hérésie arienne, va inscrire profondément un lien entre l'histoire de la France et le catholicisme. Et ça, c'est un des fondements de notre histoire. Et donc c'est pour ça que le baptême de Clovis, symboliquement, on peut dire c'est le baptême de la France, mais à condition, encore une fois, de ne le prendre que comme une image, comme un repère pédagogique. Alors l'histoire moderne n'aime pas trop ce genre de repères symboliques. Moi, je pense qu'ils ont la vertu de tout ce qui est pédagogique. Aux enfants, quand on enseigne l'histoire, il faut des images simples. Eh bien, je pense que Clovis est une image simple. C'est évident qu'entre adultes, si on tient un vrai discours d'historien, eh il faut faire la part des choses, mais enfin prendre quelques grands personnages de notre histoire comme des bornes sur un chemin qui mènera à la constitution de la France comme nation, ça ne me paraît pas illégitime. Alors, dans les choix de cette histoire de France, il y a d'une certaine manière, je ne sais pas comment dire, en tout cas un certain classicisme de l'approche, c'est-à-dire qu'on a une histoire qui est faite avec des hommes. Les hommes font l'histoire, en tout cas à lire ce livre, ils font l'histoire. On a une histoire où certains événements, comme les batailles, sont des moments charnières, des tournants. Certains faits donnent des inflexions dans le cours de l'histoire. On est là dans une histoire narrative, dans un récit, un récit. On n'est pas dans l'histoire conceptuello, je ne sais pas comment dire, analytico, voilà, non. Non, mais j'assume, je ne suis pas... Mais, voilà, c'est pour justement te faire réagir là-dessus. Non, j'assume tout à fait cette perspective. Je ne suis pas marxiste tout d'abord, donc je ne crois pas que ce soit... C'est un scoop, on peut peut-être tweeter que Jean-Sémillien n'est pas marxiste. D'ailleurs, je crois que je vais le faire. Donc je ne crois pas que ce soit l'évolution socio-économique qui conditionne l'histoire des sociétés, même si elle a son importance. Je crois aux facteurs politiques, je crois aux facteurs civilisationnels, je crois aux facteurs culturels, aux facteurs religieux, aux facteurs des idées. Et donc j'assume, et puis j'ai dit tout à l'heure que pour moi la France est une construction politique. Donc forcément, dans une perspective synthétique qui est celle d'un volume de ce type, je suis ce que devient l'État, et je suis le devenir de l'État. Et donc le devenir de l'État, la France était faite largement à coup d'épée, c'est le général de Gaulle qui l'a dit dans une phrase célèbre. Donc les batailles symboliques de l'histoire de France prennent leur place, les grands chefs d'État, les grands capitaines, parce que la guerre c'est la politique continuée par d'autres moyens, et qu'en tout temps, de tout temps, elle a eu son importance, y compris tragiquement, comme on a pu le voir en 1940, quand nous avons perdu la guerre, même si nous l'avons gagnée après. Voilà, donc j'assume parfaitement ce point de vue. Maintenant, il ne faudrait pas non plus me caricaturer, je sais que ce n'est pas le propos qui m'est fait ici, le procès qui m'est fait ici, mais si parfois, enfin, même dans ce livre, parfois je donne un petit développement de 10 lignes sur un peu d'histoire culturelle, enfin sur Louis XIV, je parle des peintres, des poètes, des architectes de son temps, pour la Renaissance aussi. De temps en temps, j'essaye de faire autre chose que de l'histoire. Enfin, il n'y a pas que de l'histoire, même pour la période contemporaine. En mai 68, l'évolution des mentalités a beaucoup compté dans notre histoire. Et donc ça, c'est pas strictement, c'est pas stricto sensu politique. Donc je donne des éclairages, mais dans un livre qui est forcément de synthèse, eh bien, puisque mon point de vue était de partir, je raconte l'histoire d'un pays qui est une construction politique, ce livre n'est pas un livre politique, mais il suit beaucoup l'histoire de cette construction. Merci. Alors, j'ai aussi une question par rapport à... Bon, il y a évidemment une date extrêmement... plus que symbolique, qui a été un moment crucial dans l'histoire de France, qui est celle de la Révolution française. Et d'une certaine manière, sur beaucoup de plans, il y a eu un avant et un après. Néanmoins, quand même, enfin, j'ai deux questions par rapport à ça. La première, ce serait,
Oui, on apprend qu'avant la Révolution, c'était la monarchie, mais il y a eu quand même plusieurs types de monarchie. C'est-à-dire que la monarchie française, c'est pas quelque chose d'uniforme, c'est quelque chose qui a considérablement évolué. Comment on peut exprimer ça? Oui, la monarchie, c'est un pouvoir, enfin, c'est un pouvoir symbolique et réel autrefois, mais qui en effet, qui a recouvert des moments différents de l'histoire de France, des évolutions sociales, des évolutions institutionnelles importantes. Je montre mon chapitre sur la Révolution française et critique à l'égard de la Révolution. Ceux qui m'ont déjà lu n'en seront pas surpris, hein, puisque le chapitre s'appelle La Révolution ou le prix du sang, quelque chose comme ça, parce que je déplore que la dimension terroriste de la Révolution française soit masquée dans le discours officiel. La Révolution porte cette contradiction. Enfin, oui, c'est une contradiction, le fait que c'est le moment fondateur de la démocratie. Or, pendant le déroulement même de la Révolution, la démocratie n'a jamais été respectée, puisque c'était constamment la dictature des minorités. C'est l'invention des droits de l'homme, mais les droits de l'homme positifs, droits de liberté d'expression, droit de propriété, etc., etc. Tous ces droits ont été systématiquement violés. Donc cette dimension-là, je ne vois pas pourquoi on la dissimulerait. Donc je le dis. Maintenant, je ne me borne pas à être un contre-révolutionnaire à front bas. La Révolution fait partie de notre histoire et comme historien, je constate qu'elle a fait aussi accoucher d'évolutions qui étaient en cours à partir du XVIIe et du XVIIIe siècle et évolutions qui ont été bloquées en gros sous le règne de Louis XV et Louis XVI, l'évolution vers la création d'instances représentatives de l'opinion, l'attente, le besoin d'égalité devant la loi, le besoin d'égalité devant l'impôt, toutes ces réformes parfaitement légitimes et nécessaires n'ont pas pu aboutir parce que l'ancien régime, les institutions de l'ancien régime se sont bloquées. Et donc, ces réformes attendues qui étaient en cours, qui étaient portées en réalité, ont abouti sous la Révolution ou, pour certaines, même plus tard, au moment du consulat ou de l'Empire. Bonaparte a fait, qui est un très grand homme dans notre histoire. Je déplore le fait qu'il ait déclaré la guerre à toute l'Europe, chamboulant des équilibres extrêmement fragiles et laissant une trouée sanglante dans l'histoire de la population française. Maintenant, c'était un homme prodigieux, un homme politique prodigieux, et il a fait accoucher, lui aussi, enfin, pris un certain nombre de décisions qui, pour certaines, pas toutes, mais pour certaines, étaient des décisions qui avaient été conçues par l'administration royale de Louis XV, de Louis XVI, et puis des réformes qui n'avaient pas pu être adoptées, qui le seront sous son gouvernement. Donc voilà. Oui, la Révolution française est une rupture, mais elle a aussi sa part de continuité, et c'est paradoxe parce qu'on a toujours cette relation à l'État qui est extrêmement forte dans notre histoire. Au fond, la Révolution a substitué la souveraineté populaire à la souveraineté royale, mais ça consistait quand même à laisser la souveraineté de l'État au centre de la vie sociale et au centre de la vie du pays. Or, l'Angleterre n'a pas cette caractéristique-là, les États-Unis n'ont pas cette caractéristique-là, l'Allemagne non plus, etc. Donc ce rapport à l'État est une des singularités de la France dans le monde occidental. On parlait de la Révolution et de la manière violente dont elle a accouché d'elle-même. Mais est-ce que quand on prend toute cette histoire, est-ce qu'on peut dire que l'histoire de France est spécialement violente et que la France est un pays spécialement divisé? Stendhal disait que le français est un animal de guerre civile. Alors, l'Espagne aussi, c'est un pays très, très, très conflictuel, mais moins bon, l'Angleterre a eu ses guerres civiles, mais elles sont déjà un peu lointaines. L'Allemagne aussi, c'est lointain. La France est un pays très, très contrasté. C'est un pays d'opposition forte, d'opposition sociale, d'opposition idéologique, et puis avec
des camps qui se sont dressés. Je veux dire, à partir de la Révolution, on a l'opposition catholique, des guerres de religion, enfin de la réforme, pardon, je voulais dire. On a l'opposition catholique protestant. À partir de la Révolution, on a l'opposition républicain ou royaliste ou conservateur plus tard. Le libéralisme donnant lui-même une subdivision au sein de toutes ces différences. La France est un pays, l'opposition entre la gauche et la droite, longtemps constitutive et encore aujourd'hui de notre vie politique, même si sur certains sujets, la différence entre la gauche et la droite ne sont moins marquées aujourd'hui, il y a d'autres sujets qui restent des marqueurs forts. Donc nous sommes un pays de conflit et avec une inaptitude assez forte à la réforme. C'est-à-dire qu'en France, les progrès sociaux ou les changements sociaux s'opèrent souvent non pas par la discussion, la négociation, mais au terme de conflits qui peuvent être extrêmement violents. Je dois dire que c'est un aspect de la question qui personnellement, par définition, ne me réjouit pas, mais n'est pas sans m'inquiéter aujourd'hui. Voilà. Je trouve que nous sommes dans une situation extrêmement fragile pour tout un tas de raisons. On n'est pas là pour faire de l'actualité. Mais comme historien, moi je suis inquiet parce que je sais que dans l'histoire de France, il y a des moments où le feu peut prendre, on n'a pas vu d'où il venait, et ça peut être extrêmement violent, et ça vient très très vite. Et ça peut dévorer beaucoup de choses. Donc il faut préserver la paix civile, préserver l'unité nationale, c'est le rôle de l'État. C'est à mon sens, ça devrait être le rôle principal de l'État. Et c'est un avertissement qui est lancé à la gauche comme à la droite. Enfin, je veux dire, quel que soit le gouvernement en place, à mon avis, c'est une exigence. C'est pour ça que à la fois, et bien sûr, il faut réformer, mais il y a certaines réformes qui doivent être faites d'une main tremblante, voire dont on pourrait se dispenser. Alors, tu es journaliste, et moi j'ai une question. Comment, plus on avance dans le livre et dans l'écriture, plus tu t'es approché du point du temps présent d'aujourd'hui, comment garder la casquette historien, et je pense notamment sur finalement l'histoire de la Ve République, qui est une histoire très vivante, qui est encore une actualité par certains côtés. Quand on parle de la guerre d'Algérie, c'est pas encore complètement passé dans le domaine de l'histoire, pour prendre cet exemple. Peut-être même que la Seconde Guerre mondiale a encore ce statut, je ne sais pas. Mais bon, enfin, en tout cas, comment on fait là pour rester l'historien et ne pas être trop le chroniqueur d'un temps qui est encore un temps présent? Est-ce que ça a été une difficulté? Oui, ça a été évidemment une des difficultés, d'autant que je suis un journaliste et pas un journaliste neutre, donc je me suis méfié de moi-même. Cela dit, je n'avais pas non plus me cacher derrière mon petit doigt, sinon les lecteurs de mes livres précédents ont été surpris, mais enfin j'ai tâché toujours d'avoir un regard d'historien y compris sur l'actualité la plus récente, d'essayer de ne pas céder. J'ai eu un compliment de quelqu'un qui n'est pas de ma paroisse, comme je dirais. Enfin, j'étais sur un plateau de télévision avec Frédéric Mitterrand il y a quelques jours. Il a fait un compliment que je n'attendais pas de sa part. Il m'a dit, il avait lu mon livre, enfin, au moins bien regardé. Voilà. Il m'a dit, vous avez écrit un livre très serein. Voilà. Et ça m'a touché venant de lui, parce qu'on ne partage pas tous, on puisse dire. Mais cette sérénité, j'ai essayé de l'avoir. Voilà, j'ai une identité personnelle, j'ai des convictions, elles sont connues. J'ai essayé de maintenir la distance de l'historien dans tout ce livre, y compris sur... Voilà, alors, peut-être, mais alors vraiment, il y a 10 lignes sur la période récente du quinquennat de François Hollande. Là, je me suis peut-être un tout petit peu laissé aller, mais enfin, bon, bien sûr. On va dire qu'on n'est pas encore dans l'histoire et qu'on est dans le journalisme. Voilà. J'ai beaucoup travaillé, c'est très fatigant d'écrire un livre comme ça, il fallait bien se faire un petit peu plaisir. Voilà. Là, j'essaie de... Dernière question avant de vous passer la parole pour que vous puissiez poser vos questions à Jean Sévillia. Mais dans la continuité de ce qu'on vient de dire, on a eu un numéro du Point la semaine dernière où
il y avait sur la couverture la polémique de Jean Sévillia sur l'histoire de France, et il y avait un monsieur dont je ne dirai pas le nom, parce que d'abord je ne veux pas dire du mal à Deminem, enfin, qui était dans un grand énervement par rapport à ce livre, en disant que c'est un livre idéologique, que c'est une idéologie de la France. Voilà. Alors, moi j'ai quand même, au-delà de la polémique, parce qu'il me semble que c'est aussi une manière de faire vendre du papier pour un journal, de créer des polémiques comme ça, mais au-delà de ça, est-ce que quand même toute histoire n'est pas un projet politique, hein? Raconter l'histoire d'une communauté à laquelle on appartient, d'un pays dont on est membre, est-ce que c'est pas au fond quand même pas toujours quelque part un geste politique? Oui, dans la mesure où... Je n'ai pas dit idéologique. Oui, politique au sens noble du terme, oui, c'est-à-dire qu'en effet, l'historien ou le militant déguisé en historien qui me traitait de contrebandier dans le Point, puisque c'était sa formule, Jean Sévillia fait de la contrebande, c'est parce qu'il part d'un présupposé politico-idéologique, à mon sens, qui est que l'échelon national est un échelon sans doute caduc, c'est son idée, obsolète. Hein. Et donc nous sommes passés à un autre échelon, l'Europe, les classes sociales, je ne sais pas, enfin il faut l'interviewer lui, c'est pas mon problème. Mais effectivement, j'assume moi cette idée comme historien, parce que je la crois valide en tant qu'historien. J'assume cette idée que l'histoire de France n'est pas terminée. Nous sommes, notre nation est une des plus anciennes nations du monde. Ça ne veut pas dire qu'il faille faire cocorico, on n'est pas meilleur que les autres, on a fait des grandes choses, on n'a pas fait que des grandes choses, et puis il y a d'autres peuples tout aussi estimables. D'ailleurs, tous les peuples sont aussi estimables, hein. Je ne mésestime personne, mais enfin je ne rougis pas d'être français, encore une fois, et j'assume personnellement cette idée que la nation française, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas terminée. Elle est dans une crise, son modèle se transforme, je ne l'ignore pas, mais dire la France est finie, soit pour s'en réjouir, soit pour le déplorer, dans les deux cas, c'est une vision fausse. Pour le déplorer, c'est un certain discours décliniste, qu'on trouve d'ailleurs aussi à droite, que je ne partage pas, parce que c'est une vision à courte vue. Il y a eu 10 fois dans l'histoire où on a cru que la France était finie. Au moment des guerres des religions, enfin au moment des guerres de 100 ans, la France était finie. Avant que Jeanne d'Arc n'arrive, le roi, la souveraineté du roi royal s'exerce sur un tout petit territoire, Bourges, un peu de le sud de la France. Le roi n'a pas, enfin, l'État n'a aucun moyen. Et ensuite, l'État va se reconstruire. Au moment des guerres de religion, le pays était dans un état épouvantable. À la fin de la Révolution française, etc. En 1940, en juin 1940, la France est comme morte. L'État disloqué, l'armée disloquée, l'État évanescent. 8 millions de personnes sur les routes, on croit la France morte. Et pourtant, voilà, notre pays a une étonnante capacité à rebondir. Et donc, moi, je ne crois pas du tout que le modèle national, même si encore une fois il se transforme, je ne crois pas du tout qu'on va revivre la nation à la 1850, hein, c'est pas ça. Mais je crois qu'une communauté politique aussi ancienne, aussi ancrée dans l'histoire, avec des habitudes qui remontent extrêmement loin. Enfin, je veux dire, quand on pense, c'est un détail, c'est une image, mais quand on pense que le réseau des nationales, des routes nationales de la France de 2013 correspond grosso modo au réseau des grandes routes romaines, c'est-à-dire qu'il y a une habitation de ce territoire qui est extrêmement ancienne, donc il y a des choses qui sont des liens sociaux qui sont extrêmement anciens. Et donc un pays, ça ne se... Je sais bien, j'ai lu Paul Valéry, nous autres nations savons que nous sommes mortels, mais la mort des nations éventuelle, il y a des nations qui sont mortes dans l'histoire, mais c'est un processus qui peut se dérouler sur 300 ou 500 ans. Donc dire la France est morte, c'est un discours de non-sens. Voilà. Donc je crois, moi personnellement, encore, donc c'est dans cela que mon livre est redevable d'une certaine vision politique. Moi je ne crois pas que le cadre national soit caduc, même si, je reprécise, qu'il se transforme, j'en suis conscient.
Merci Jean Sévillia. À vous, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur Chilpéric, sur Azincourt, sur Trafalgar, sur le traité de Maastricht, ce que vous voulez. Oula. Ah, ça y est, demain. Voilà. Monsieur. Bonsoir, monsieur. Y a-t-il un personnage de l'histoire de France pour lequel... Je formulerai. Y a-t-il un personnage de l'histoire de France pour lequel vous avez une affection toute particulière? Y a-t-il un personnage de l'histoire de France, un ou plusieurs, pour lesquels tu as une affection particulière? J'ai une affection particulière, mais ce n'est pas extrêmement original. Il ne faudrait pas qu'on colle une étiquette parce que, en fonction du nom que je vais dire, mais pour Jeanne d'Arc. Voilà. Et je trouve que c'est un personnage dont on ne cesse de scruter le mystère. Cette toute jeune fille sortie de nulle part, enfin, du fin fond du Barrois, à l'époque c'était à l'extrême frontière du royaume, qui se fait chef de guerre, qui réussit à convaincre le roi de lui confier une armée, donc il y a quelque chose, il y a un mystère, une séduction, je dirais même un charme au sens fort et étymologique du terme de Jeanne d'Arc qui, moi, ne cesse de me séduire. Alors, je sais comme historien toutes les utilisations politico-contemporaines qu'on fait du personnage, mais Jeanne d'Arc est vraiment très au-delà de ces utilisations politiques, et donc je ne me fais pas dans cette perspective, dans une perspective d'historien. Mais j'avoue que Jeanne d'Arc a aussi, je ne sais pas là pour le cœur que je vais me cacher d'être chrétien, il y a une dimension... Deuxième scoop, hein. Là je tweet là. Non seulement Jean Sévillia n'est pas marxiste, mais en plus il est chrétien. Il y a une dimension spirituelle chez Jeanne d'Arc qui me touche très profondément. Voilà. Donc j'ai un immense respect pour Jeanne d'Arc. Voilà. Merci. Monsieur? Oui, Daniel Machlik. J'étais à une manifestation par hasard à Paris. Et on m'a demandé de voir sur YouTube une interview de notre ministre de l'Éducation nationale qui a dit qu'il veut la mort de l'Église catholique. C'est exact, je l'ai vu sur YouTube. D'accord. Il a donné une interprétation de la Révolution française qui me paraît, à mon avis, faussée. Je préfère la vôtre, entre nous, ce que vous avez déclaré. C'est celle que j'ai aussi étudiée à l'université. Hein. Bon, je ne sais pas si mon professeur était bon ou pas. C'est un échec social, politique, avant tout aussi. Hein. Comment fait-il qu'un ministre puisse dire des choses pareilles et quel est l'impact dans les programmes scolaires? Comment vous enseignez l'histoire de France? Parce que moi je suis alsacien, je suis désolé, hein, je viens de l'Est, et nous, l'histoire de France telle que on ne nous a pas raconté l'histoire de l'Alsace, je l'ai appris par moi-même, mais l'histoire de France telle que nous a appris est un peu faussée, parce que pour les Allemands, Charlemagne est un roi allemand aussi, un empereur allemand. Hein? Oui, en France, on considérait il n'y a pas si longtemps, il y a 50 ans, on considérait que Charlemagne était français et que les Allemands considéraient qu'il était allemand, en effet. En réalité, c'est qu'il n'était ni français ni allemand parce que les mots sont France ou Allemagne ils sont anachroniques par rapport à l'époque de Charlemagne. Précisément parce que ni la France ni l'Allemagne n'étaient constituées au sens moderne du terme. Et d'ailleurs c'est intéressant, moi je vais revenir au tout début de votre question, monsieur, mais moi je ne crois pas, j'ai dit que j'étais chrétien, mais je ne crois pas à la prédestination de la France. Je veux dire par là que comme historien, je pense que la France aurait pu ne pas exister. D'ailleurs il y a eu des carrefours où on les a pris dans tel sens, mais l'histoire aurait pu se faire que le char, si je puis dire, prenne une autre voie, une autre route. Et dans ce cas-là, la France n'aurait pas existé. S'il n'y avait pas eu le partage carolingien, il n'était pas écrit d'avance, le partage carolingien, enfin, les fils de Louis de Pieux, donc petit-fils de Charlemagne, ce fameux partage qui est important dans l'histoire, le traité de Verdun, si ça n'avait pas eu lieu, eh bien, si l'espace carolingien avait maintenu son unité, eh bien, il y aurait une autre construction politique qui aurait englobé l'actuelle France et l'actuelle Allemagne. Et nous aurions tous, Français ou Allemands, été autre chose que ce que l'histoire nous a fait. Ou avec l'Angleterre, avec la guerre de 100 ans. Ou avec l'histoire, exactement, l'Angleterre avec la guerre de 100 ans, parce qu'encore une fois, il y avait une logique, en logique féodale, les droits des Plantagenets se défendaient parfaitement au début de la guerre de 100 ans. Donc voilà, l'histoire n'est jamais écrite d'avance. Alors,
j'ai vu cette vidéo, monsieur, de Vincent Payon, en effet, réclame, dit son amour de la Révolution française. Il a compris la Révolution française. Oui, 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 tout à fait. Enfin, je simplifie. Mais donc, vous savez, les ministres idéologues, il y en a eu beaucoup dans l'histoire. C'est pas extrêmement nouveau. Et puis, on va faire un tout petit peu de politique, malgré tout. C'est qu'à gauche, la Révolution, c'est vraiment un marqueur identitaire. Et les gens de gauche, il y en a eu. Un homme comme François Furet, grand historien, immense historien venu de la gauche, le jour où il a commencé à avoir un discours critique sur la Révolution française, et d'ailleurs Furet a fait un travail magnifique parce que précisément comme il venait de la gauche, on l'a écouté, pour partie on l'a écouté, tandis que s'il était venu de la droite, on l'aurait traité de réac tout de suite. Et donc le jour où Furet a commencé à analyser la Révolution française sous un œil critique, il s'est quand même, il a subi une bronca, enfin une polémique extrêmement forte dans sa propre famille d'idées d'origine. Donc voilà, on n'a pas d'ailleurs, enfin, l'histoire et l'histoire critique et le travail de critique historique est toujours à recommencer. Parce que j'ai déjà lu, enfin on lit de temps en temps, moi je lis comme journaliste, je lis beaucoup la presse et je lis un peu tout, et puis comme historien je lis les historiens de tous bords, je dirais, pour rester sur cet exemple de la Révolution française, l'historiographie a fait un énorme travail critique, notamment au moment du bicentenaire de la Révolution, en 1989, merci. Mais on s'aperçoit que le travail est toujours à recommencer, puisqu'il y a certaines images et certains clichés qui se maintiennent, et il faut toujours prendre des précautions pour voilà, dès que... alors, on n'en est plus tout à fait... alors peut-être Jean-Luc Mélenchon, je ne sais pas, j'ai pas eu de discussion avec lui sur ce sujet. Il y a encore 40 ans, il y avait des historiens qui ouvertement proclamaient la légitimité de la terreur. Hein. C'est assez saisissant. Aujourd'hui, non, on ne trouve plus ce genre d'espèce d'homme, mais enfin, en revanche, il y a toujours un courant qui veut ne pas voir la face sombre, la face terroriste, encore une fois, de la Révolution française. Alors c'est un travail, un travail critique, il est toujours à recommencer. C'est celui que j'ai essayé de faire dans ce livre, après d'autres. Merci. Une autre question, ce sera la dernière parce qu'il faut que Jean ait le temps de signer. Madame ? Pas si longtemps que ça, puisque dans le JDD de dimanche dernier, Chevènement a fait l'éloge de Robespierre sans aucune distance par rapport justement à cette période. J'ai pas vu ça. Vous n'avez pas vu ça? Non, j'ai pas vu ça s'est passé le dimanche dernier. Moi, je voulais juste poser une question sur l'importance de la transmission, parce que j'ai été moi-même enseignante, pas d'histoire, hein, je vous précise tout de suite. J'ai lu vos livres précédents et j'ai toujours déploré beaucoup l'ignorance de mes élèves. J'étais dans le public. L'ignorance de mes élèves par rapport à des faits d'histoire qui me semblaient vraiment élémentaires à connaître. Et je me suis rendu compte que finalement l'enseignement de l'histoire était non seulement, disons, abandonné, mais il était même attaqué par divers gouvernements successifs et divers ministres, comme vous avez dit, qui sont... les idéologues ne sont pas toujours du même bord. Qu'est-ce que vous pensez de cette attaque frontale de l'enseignement de l'histoire dans l'enseignement public et les conséquences que ça peut avoir? Parce que c'est effrayant de voir l'ignorance des jeunes et des générations d'aujourd'hui. Donc la question c'est, pour ceux qui n'auraient pas entendu, sur l'enseignement de l'histoire, très attaqué, disait Madame, et sur le problème du coup de la transmission pour les jeunes générations. Oui, bah écoutez, je pense aussi que l'enseignement de l'histoire est sinistré en France parce qu'on a fait opérer des choix il y a une quarantaine d'années à peu près pédagogiques, des choix pédagogiques catastrophiques, choix de renoncer à la chronologie, choix de faire de l'histoire transversale, analytique, on renonce à la notion de récit, on renonce à la notion de grands hommes, on renonce à certaines, puisqu'on n'est pas dans la chronologie, eh bien, il y a de grandes périodes qui passent par pertes et profits.
et donc des personnages, grands personnages qui vont avec, qui aussi disparaissent de cet enseignement. Et donc l'histoire de France est sinistrée si on prend les programmes scolaires et si on prend les manuels scolaires tels qu'ils sont rédigés d'après les programmes officiels, eh bien on ne retrouve pas une histoire comme celle que j'ai expliquée là, c'est-à-dire que l'histoire de France scolaire aujourd'hui ne me permet pas d'avoir une compréhension globale de l'histoire de France, des origines à nos jours, et pas plus d'ailleurs des autres pays. Alors donc pour moi c'est une catastrophe, il y a de l'idéologie là derrière, c'est des débats d'historiens, c'est l'influence d'une certaine histoire issue de l'école des annales, mais ça on ne va pas entrer dans des débats un peu spécialisés, surtout que certains historiens qui étaient autrefois des annales sont revenus sur leur perspective de jeunesse et sont revenus pour partie à l'histoire chronologique, l'histoire politique. Mais donc voilà, il y a toute une histoire en plus voilà, qui a sous-estimé volontairement le facteur politique, sous-estimé le rôle des grands hommes, sous-estimé le rôle des... Il disait avec mépris l'histoire bataille, ou le roman national, formule qui aujourd'hui est brandie avec fierté par certains, ou devient au contraire pour d'autres un objet de réprobation. Voilà, donc l'histoire scolaire est sinistrée. Alors elle a on remarque d'ailleurs, enfin dans le public, une très grande attente de repères du point de vue de l'histoire. C'est pour ça qu'on rédite beaucoup des manuels d'histoire, un peu anciens. Ça sont des livres qui ont du succès. Et puis des livres, je sais pas, genre l'histoire de France pour les nuls ou des choses comme ça. Enfin, je sais pas si ça se vend beaucoup à la procure, mais ça se vend bien. Donc les gens ont besoin de repères simples parce que les gens se rendent compte qu'ils n'ont plus les fondamentaux. Voilà. Alors moi, c'est ce que, avec ce modeste livre, c'est ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire un livre pour tous les lecteurs, tous les Français ou les étrangers, qui s'intéressent à la vie de ce pays, et c'est un livre écrit pour ceux qui soit ont appris leur histoire de France et l'ont oubliée, soit ne l'ont jamais apprise et veulent en connaître l'essentiel. Voilà, c'est un grand récit qui va des origines à nos jours et qui peut, je l'ai pensé, voulu pour être lu à partir de l'adolescence, c'est-à-dire que, à mon avis, à partir de la 3e ou de la 2e, c'est un livre qui peut parfaitement être lu par, y compris, il me semble, par un garçon ou une jeune fille, voilà. Et puis, on va dire que c'est l'histoire de France pour tous. Voilà. Et je ne lâche rien sur l'histoire de France. Voilà. Donc, Voilà, merci à Jean-Philippe d'avoir été notre invité ce soir pour cette histoire passionnée de la France chez Perrin.